Mesdames et messieurs, chers modérateurs, chers collègues, donc ou bien je tiens à vous remercier et spécialement le docteur Bouzid pour l'invitation à participer à cette session. Donc je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir parler du scanner du prêt-à-vie. Alors, je n'ai rien à déclarer. Pour commencer, on sait que le TAVI a pris une importance croissante ces dernières années et comme option thérapeutique pour les patients présentant une sténose valvulaire aortique sévère et symptomatique. Le scanner cardiaque avec contraste est une modalité d'imagerie donc établie pour la planification du TAVI et elle permet d'un examen complet, donc évaluant à la fois la voie d'accès vasculaire et la valve aortique elle-même et la géométrie de la racine aortique. Euh, Très important pour l'acquisition des images, donc le scanner ou bien un scanner multicoupe de minimum 64 barrettes avec un produit de contraste intraveineux avec un débit de minimum de 4 millilitres par seconde est nécessaire. Et il faut savoir que la préparation du patient, elle est moins complexe par rapport au corps-scan. Donc, on n'a pas besoin des bêta-bloquants, on n'a pas besoin de nitrate sublingual, etc. Les données d'image pour l'évaluation de la racine aortique doivent être acquises ou reconstruites en synchronisation avec l'ECG. Ça, c'est important parce qu'on sait que le cœur est un organe qui bouge, donc afin de minimiser les artefacts de mouvement. Ce qui n'est pas nécessaire pour l'aorte et les vaisseaux iliaques. Donc la synchronisation de l'ECG, elle augmente le temps d'acquisition des données et donc il y aura un volume de contraste élevé en raison de la nécessité de maintenir un contraste intravasculaire pendant toute la durée de l'acquisition. Pour cela, il y a un protocole qui est idéal. Donc on fait au début un topogramme pour situer le corps, puis on fait un score calcique au niveau de la cage thoracique, puis on fait une acquisition de la racine aortique et le cœur. Donc elle sera synchronisée avec l'ECG. Donc il faut éviter les artefacts de mouvement. Et après, on fait une acquisition non synchronisée de l'ECG, non synchronisée avec l'ECG, qui va de la base du crâne jusqu'à les vaisseaux fémoraux. Pourquoi la base du crâne? Parce qu'en fait, on veut aussi évaluer l'artère subclavière ou sous-clavière. Maintenant, pour la lecture du scan, il y a des points essentiels. Commençons par la taille de l'anneau aortique, qui peut être mesuré avec précision avec le scanner, afin de faciliter le choix de la prothèse appropriée. Donc, son utilisation pour l'utilisation du scanner, donc pour le dimensionnement des prothèses, a été associé avec une diminution de l'incidence des fuites paravalvulaires par rapport à l'échographie bidimensionnelle. Ça a été prouvé, il y a beaucoup d'études. Donc, le scanner est meilleur que l'échographie. De plus, le scanner il permet une évaluation précise de l'anatomie de la racine aortique et la distance entre les ostéomes coronaires et le plan de l'anneau, ainsi que les dimensions de l'aorte ascendante aussi. De plus, il y a aussi les projections fluoroscopiques qui sont appropriées, qui permettent une visualisation orthogonale exacte du plan de l'anneau aortique par fluoroscope pendant l'intervention. Donc l'interventionniste, il aura besoin de ça après. L'analyse du diamètre vasculaire minimal et de la tortuosité et de la calcification vasculaire, elle est aussi importante afin de déterminer la possibilité de réaliser l'intervention par accès transfémoral ou pas. Et enfin, bien sûr, il y a la possibilité de découverte fortuite d'anomalies extracardiaques. On va commencer maintenant par l'anneau. Là, en fait, la qualité d'image, elle est très, très importante. L'anneau est une structure virtuelle ovale dont l'image, par exemple, là, donc voilà, c'est la qualité d'image du scanner. On voit ici en vert, il y a les 3 points d'insertion des valves, donc des cuspides. Et là, ça va définir l'anneau qui est virtuel. Donc, pour évaluer la taille de l'anneau aortique, il y a plusieurs dimensions à utiliser. Il est d'abord nécessaire de déterminer précisément le plan de l'anneau virtuel pour avoir cette image.
Cela est facile, donc c'est facile à réaliser. Il y a il y a sur YouTube, donc il y a une vidéo avec les étapes à réaliser qui a été réalisée et expliquée par mon ancien chef de service de l'hôpital universitaire de Erlangen, le professeur Stefan Achenbach. C'est juste, il faut taper Aortic Annulus sur YouTube. Et donc, vous allez avoir les étapes, parce qu'on n'a pas le temps de les expliquer maintenant. Mais en fait, en résumé, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut juste identifier le point le plus bas de la cuspide coronaire droite, puis de la cuspide non coronaire, puis après de la cuspide coronaire gauche. Et voilà, on aura notre image du plan de l'âne. On peut bien voir dans cette vidéo, je vais la faire marcher. Donc dans cette vidéo, on peut voir que les 3 points les plus bas des cuspides, des 3 cuspides sont alignés, ce qui peut se vérifier en déplaçant l'image vers le haut et vers le bas. Et on peut voir que les cuspides apparaissent et disparaissent en même temps. Donc vous voyez, là, c'est les 3 points d'insertion. Si on bouge l'image donc vers le haut et vers le bas, on va voir que les cuspides donc, apparaissent et disparaissent en même temps. Et là, on est au niveau du pont de l'anneau. Voilà, donc bien sûr, avec l'intelligence artificielle, il y a des logiciels qui peuvent faire tout ça pour nous, donc toutes ces mesures. L'efficacité a été aussi démontrée par plusieurs études, mais si vous voulez mon avis, donc je dirais que je pense, si quelqu'un a d'expérience, donc on peut utiliser ces logiciels, mais il faut les éviter si on n'a pas d'expérience pour ne pas passer à côté du résultat en cas d'erreur du logiciel. Ok, maintenant on a le plan de l'anneau. Et après, alors on fait, alors le diamètre de l'anneau aortique peut maintenant être déterminé et la taille de la prothèse peut être donc après déduite. Comment on fait ça? L'anneau aortique est généralement ovale plutôt que circulaire. Donc, par conséquent, pour déterminer la taille de l'anneau, on calcule soit la moyenne des diamètres petits et grands, soit la surface de la circonférence de l'anneau, plutôt soit la surface de l'anneau, soit la circonférence de l'anneau. Il y a des tableaux spécifiques aux fabricants qui sont disponibles donc pour le choix ultérieur de la taille de la prothèse. Dans certains cas, bien sûr, l'anneau aortique est si grand ou si petit qu'aucune prothèse adaptée n'est disponible. Dans ce cas, ta vie n'est pas disponible, plutôt n'est pas possible. Dans le cas de ce patient, on voit bien que le diamètre moyen est de 24 mm et le périmètre est de 77 mm, ce qui correspond à une valve, dans cet exemple de Medtronic, de 29 mm. Qu'en est-il des anneaux limites ou borderline? Dans ce cas de figure, donc il est préférable de prendre une taille qui est plus grande. Sauf quelques cas. Donc là, on prend la taille borderline, ça veut dire comme on le voit dans ce cas-là, ça c'est en allemand, Fläche, c'est la superficie qui est de 427, donc elle est à la limite. Donc de préférence de prendre la prothèse qui est plus grande. Et il y a des cas où on ne peut pas prendre la prothèse, il faut de préférence prendre la plus petite. Donc, par exemple, s'il y a une calcification sévère de l'anneau aortique ou mitral, ou bien il y a une racine qui est étroite ou un ostéum coronarien qui est, etc. Maintenant, on passe aux anneaux calcifiés. Donc, pourquoi le score calcique est important? Il peut confirmer la gravité de la sténose, donc le diagnostic. Il fait l'évaluation du risque de complications, la fuite paravalvulaire, les ruptures annulaires, le BAV, et il guide aussi la planification de la procédure du TAV, donc soit une prothèse expansible par ballonnet ou bien une prothèse auto-expansible. Bien sûr, dans tout ça, la décision finale doit être prise en hâtive. On passe maintenant au coronaire. Donc, on a fini avec l'anneau. J'ai pris beaucoup de temps pour l'anneau parce que je trouve que c'est très, très important. Maintenant, on passe au coronaire. On mesure de façon perpendiculaire entre le plan de l'anneau aortique et le point le plus bas du bord de l'ostéum de la coronaire, donc soit left main ou bien la droite. Mais il ne faut aussi pas négliger la longueur des cuspides, donc des cuspides valvulaires aortiques. Parce que pour certains types de prothèses, la longueur du sinus de Valsalva est important aussi à déterminer et la jonction sinotubulaire de l'aorte ascendante est aussi importante.
En ce qui concerne le risque d'occlusion coronaire, en fait, il n'y a pas vraiment une distance limite ou parfaite entre la coronaire et l'anneau. On parle souvent de 10 mm, mais en réalité, il faut avoir toute, ou plutôt voir toute l'anatomie autour de l'anneau. Le risque est particulièrement accru en cas d'association de cuspide valvulaire longue et fortement calcifiée et d'un sinus de Valsalva peu profond et d'une racine étroite comme le montrent ces images. Donc on voit à la coronographie qu'il y a une sténose serrée du left main après implantation de la trachée. Comme je l'ai dit, donc, il faut voir toute l'anatomie et pas que les coronaires. Dans cet exemple, par contre, c'est le contraire. Il y a une distance qui est inférieure à 10 mm. À droite, on voit une racine très large et à gauche, une ectasie du tronc commun. Dans ce cas, il n'y a pas de risque d'obstruction malgré que c'est moins de 10 mm. Maintenant, on passe à un autre point qui est l'angle d'implantation. Donc, pour l'implantation valvulaire, il est important d'établir une projection fluoroscopique précisément orthogonale au plan valvulaire aortique. La plupart des interventionnistes ils vont privilégier une orientation où les cuspides coronaires droites, la cuspide coronaire droite, elle est positionnée en antérieur, les cuspides gauche et non coronaires sont symétriquement postérieures. Cette orientation fluoroscopique, elle peut nous faciliter de déterminer à partir, donc, ou plutôt elle est facile à déterminer à partir des données acquises par le scanner. Pourquoi on fait tout ça? C'est au fait pour éviter le besoin d'aortographie répétée pendant l'intervention et donc les radiations, l'injection de produits de contraste, etc. Passons maintenant aux voies d'abord. Donc il y a 3 questions à répondre par rapport aux voies d'abord. Pour voir si au fait ta vie elle est faisable en transfémoral ou pas. Premièrement, le diamètre. Donc il est nécessaire de mesurer, ou plutôt d'avoir des mesures précises de la section transversale perpendiculaire du vaisseau sur toute sa longueur. C'est important car par exemple dans l'implantation d'une prothèse 23 ou 26 mm a besoin d'une gaine de 14 French, donc il faut un diamètre minimum du vaisseau de 5,5 mm. Par contre, si une prothèse est plus grande, 29 mm par exemple, la gaine doit être 16 French, et donc le diamètre, ou plutôt le diamètre minimal de la lumière doit être de 6 mm. Donc tout ça, c'est important à définir. Puis après, il y a les tortuosités sévères du vaisseau. Au fait, ce n'est pas un obstacle en soi. Puisque si le vaisseau n'est pas calcifié, on voit ici à l'image, donc si le vaisseau n'est pas calcifié, en passant le fil, le dratte, donc il y aura le vaisseau il va être étiré, donc ce n'est pas un problème. Par contre, si on a une calcification prononcée d'une section tortueuse, là, ça va constituer une contre-indication en fait à l'accès transfémoral, parce que le vaisseau ne va pas être suffisamment étiré, on le voit ici dans l'image, et là, en passant avec la prothèse, il y a un risque de rupture. Il y a d'autres cas où la TAVI, donc transfémorale, est contre-indiquée. Là, ici, par exemple, il y a une sténose serrée, l'autre, c'est à droite, c'est les classifications qui sont énormes. Maintenant, on va terminer avec plutôt, on a terminé avec nos mesures. Il faut donc pas oublier qu'on a fait un body scan pour le patient. Donc, on va un petit peu énerver nos amis radiologues pour nous interpréter et chercher les anomalies extracardiaques qui font partie du scanner. Je vais conclure donc avec un take-home message. Pour l'anneau, la taille de la prothèse doit être sélectionnée, comme j'ai dit, avec précision, ce qui nécessite des mesures précises de l'anneau valvulaire aortique par l'imagerie, contrairement à la chirurgie ouverte, donc conventionnelle, où on peut déterminer la taille directement en pérope. Et comme on l'a bien dit, donc un dimensionnement précis est crucial. Si une prothèse est trop grande, implantée, donc elle peut se rompre et ça fait une rupture de l'anneau, ce qui est fatal. En revanche, si la prothèse elle est trop petite, il y a le risque d'embolisation et il y a le risque aussi d'insuffisance paravalvulaire qui est très grave. Par rapport au coronaire, il faut toujours pas oublier de voir toute l'anatomie, pas que les coronaires. Pour l'angle, il est recommandé donc pour le mentionner afin d'éviter les orthographies donc répétées. Et les voies d'abord, il faut mesurer le diamètre minimal de la lumière de l'artère sans oublier les calcifications et aussi donc dire à l'interventionniste si c'est
transfémoral donc faisable? Si oui, donc à droite ou à gauche. Sinon, est-ce qu'il y a une alternative, par exemple, les sous-clavières? On n'oublie pas qu'on a fait le scan à partir de la base du crâne, donc on peut voir aussi si la possibilité à partir de la sous-clavière est faisable. Et bien sûr, pour les anomalies extracardiaques, je dis merci à nos chers collègues de la radiologie.